De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous, très heureux de vous retrouver en ce 1er mars 2019, c'est parti pour De quoi je me mail, l'actualité des nouvelles techno, un De quoi je me mail un peu particulier cette semaine puisque toute la rédaction de 01net.com était au Mobile World Congress, ce grand salon dédié à la téléphonie mobile à Barcelone, ce qui fait qu'on va faire un seul module, mais un module un peu costaud pour revivre en fait les grandes annonces de ce grand rendez-vous de la tech et de la téléphonie mobile. Vous savez que c'est vraiment l'un des checkpoints, on va dire, de l'année important puisque c'est là que les constructeurs en fait présentent à peu près toutes leurs nouveautés. Même si on s'en rend compte d'année en année, eh bien les constructeurs parfois choisissent de lancer leurs nouveautés un peu avant ou un peu après, mais malgré tout on a eu quelques bons moments et on va commenter tout ça avec Eric Le Bourlou, le rédacteur en chef de 01net.com qui est à mes côtés en ce vendredi. Bonjour Eric. Salut. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail, commenter tout ce qu'on raconte avec le hashtag DQJMM sur Twitter et puis aussi nous poser des questions par mail si vous le voulez bien avec l'adresse mail suivante, c'est mail au pluriel @01net.fr. Voilà, mail au pluriel @01net.fr. Donc un petit round-up de ce Mobile World Congress. Eric, tu y étais, tout comme moi. On a vu plein de choses. Et on va essayer de décrypter un petit peu ce qu'on a pu voir, ce qui valait le coup, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et on va commencer par la 5G, parce que s'il y a qu'une seule chose qu'on doit retenir de ce Mobile World Congress, c'est la 5G. C'était clairement le sujet du salon. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas... Si un stand n'avait pas marqué 5G quelque part... c'était la loose. C'était la loose, voilà. Donc effectivement, tout le monde s'est un petit peu battu pour être le premier sur quelque chose sur la 5G, à avoir le premier téléphone 5G, le plus grand téléphone 5G, voilà. On en a eu partout de la 5G et c'est vrai qu'elle arrive en fait. Ça y est, elle est là. Il y a eu plusieurs démos, il y en avait partout sur les stands, des démos en live à la fois de 5G et d'usage 5G. Que ce soit pour le grand public ou d'ailleurs pour les pros, parce qu'on sait que la 5G sera aussi très important dans tout ce qui est B2B. Et c'est vrai que c'était vraiment le salon où vraiment la 5G, on va dire, s'est matérialisée. Et c'est vrai qu'on va la voir arriver dès cette année. Alors en France, cette année en test, ce sera vraiment lancé l'année prochaine. Mais on a déjà on a vu à ce Mobile World Congress que c'était parti pour le nouveau... Ce nouveau réseau de téléphonie mobile. Cela dit, il y a plein de questions autour de ce nouveau réseau. Alors, tu disais qu'il était présent, mais finalement, il sera lancé véritablement que l'année prochaine. Exactement. Les constructeurs se positionnent. Il y a beaucoup des effets d'annonce là-dedans. Exactement. Parce que pour avoir une bonne image, il faut être le premier à sortir un smartphone 5G. Je crois que la palme revient quand même à Oppo. Ah, c'est exceptionnel. Qui lors de leur présentation presse, ont dit on aura le premier smartphone 5G, les gars. À bientôt, merci beaucoup. Salut. Et il y avait ils n'ont même pas montré le smartphone en fait. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait aussi leur conférence avant pour dire on est les premiers à vous présenter un smartphone 5G. C'est dingue. Alors que le lendemain, effectivement, sur le salon et aussi sur le salon, on a vu beaucoup de smartphones 5G qu'on pouvait toucher, jouer avec, etc. Donc, c'était un petit effet d'annonce pour être. Oui, un effet d'annonce qui veut pas dire grand chose en fait. Non, qui veut pas dire grand chose. Mais par contre, on a vu vraiment des smartphones 5G, on a pu jouer avec. Alors même si on n'a pas pu tester. Vraiment la 5G parce que même si dans le salon il y avait des bandes 5G etc, mais on a quand même vu, il y a quand même Samsung qui a présenté son Galaxy S10 5G, donc on a pu jouer avec. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il est pas tout à fait pareil que le Galaxy S10 classique, puisqu'il est 5G et il est un peu plus épais que le S10 classique. Il est plus grand, il est plus grand que le S10 classique aussi, il est très joli d'ailleurs, mais on a hâte quand même d'essayer ce smartphone. Pourquoi il est plus épais et pourquoi en fait pour l'instant tout le monde a sorti son smartphone 5G, mais ils sont pas quand même complètement prêts les constructeurs, parce qu'en fait ce que fait Samsung, c'est qu'ils sortent un smartphone 5G avec un modem à côté, comme à peu près tout le monde d'ailleurs, qui donc qu'on va consommer un peu plus que leur puce habituelle. Donc on a hâte de tester l'autonomie de ces engins-là, parce que a priori, ils sont un petit peu plus gourmands en énergie. Évidemment, ils sont aussi plus chers, parce que la 5G va gonfler le prix de ces téléphones. Et donc, c'est intéressant de voir que même si tout le monde a présenté son smartphone 5G, ça reste des matériels qui, à mon sens, ne sont pas encore complètement aboutis, puisqu'il va falloir une nouvelle génération de puces pour qu'on puisse vraiment considérer que ce sont des équivalents des smartphones qu'on a aujourd'hui. Oui, parce que en fait, je crois que la 5G
5G pose pas mal de problèmes, ça consomme plus d'énergie. La puce, bien évidemment, est toute nouvelle par rapport à la 4G. Et puis, il faut beaucoup plus d'antennes, d'après ce que j'ai compris dans le téléphone. Et vous savez que des antennes dans un téléphone, c'est pas facile. C'est quand même assez étroit, ça prend pas beaucoup de place. Et je pense qu'il y a vraiment des casse-têtes d'ingénierie à tout faire rentrer là-dedans. Et on se rend compte que l'année dernière, un smartphone 5G, il y avait des prototypes, ils étaient épais, ça ressemblait à des petites, à des gros blocs, etc. Donc chaque année, ils font d'énormes progrès de miniaturisation, mais on n'est peut-être pas arrivé encore à la miniaturisation équivalente à un téléphone 4G, comme tu le disais. Et je pense on aura ça l'année prochaine. Donc bien sûr, on aura ça l'année prochaine. Notamment avec des nouveaux... Mais c'est en fait l'année prochaine que tout va vraiment... commencer. Voilà, que tout va commencer, parce Exactement. que le réseau commencera à se déployer gentiment, doucement. À noter qu'Orange a annoncé que 17 villes seraient couvertes en 5G, là, avec des expérimentations qui commencent cet été. Ils vont commencer là, mais effectivement, pour l'instant, ça reste de l'expérimentation. Voilà, donc c'est sans doute l'année prochaine qu'on pourra se dire, tiens, ça vaut peut-être le coup que je m'achète un téléphone 5G. Puis il y a aussi l'histoire de licences de spectre qui sont pas encore complètement réglées, donc effectivement, pour l'instant, ça reste de toute façon forcément des expérimentations. Tout à fait, puisque en fait, l'ARCEP va commercialiser les fréquences 5G pour les opérateurs français d'ici septembre prochain, je crois. Donc il va y avoir une grande enchère où tout le monde pourra acheter ses fréquences, etc. Et puis après, les opérateurs commenceront à équiper les villes et le réseau. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Voilà. Mais bon, c'est vrai, il est normal quand même qu'au Mobile World Congress, on ne parle que de ça. Mais évidemment, parce qu'on a toujours des temps d'avance sur tout ça. Alors bon, la 5G c'est bien, on va pas dire ça va arriver, ok, très bien, mais donc ça permet plus de rapidité, rappelons-le quand même. Voilà, c'est un super méga réseau, c'est comme si vous avez presque de la fibre optique. Exactement, n'importe où. Ça effectivement, en conditions idéales, c'est-à-dire pas trop de monde sur une même cellule, on dépasse même ce qu'on peut avoir en fibre optique à la maison. C'est vrai qu'on peut atteindre plusieurs gigabits par seconde en pic théorique, donc c'est vrai que d'un point de vue débit, c'est assez exceptionnel. Après, ça c'est des débits théoriques. Si on est tout seul face à la cellule, ça va aller. Voilà, mais si on est 50 dans un métro, là ça va être différent. Mais de toute façon, ça va quand même nous proposer des débits meilleurs, puisque ça va permettre en fait de mieux répartir la capacité réseau disponible. Donc effectivement, avoir pour tout le monde qui a un smartphone 5G davantage de débit, alors que la 4G limite plus évidemment. Une fois qu'on est beaucoup sur une même cellule, les débits disponibles. Donc ça, de toute façon, il y aura un gain en débit par rapport à la 4G. Et surtout, la 5G, ce qu'elle apporte, c'est une latence extrêmement réduite, de quelques millisecondes. Et c'est ça en fait qui est vraiment le truc le plus important dans la 5G, c'est que on va pouvoir, grâce à cette latence extrêmement réduite, imaginer de nouveaux usages à la fois pour le grand public et pour le monde professionnel, puisqu'en fait la 5G, ce sera effectivement, on aura des nouveaux smartphones, etc., mais il y aura surtout toute une ribambelle de nouveaux services qui vont être permis grâce à ça. Par exemple, je pense notamment à la voiture autonome. Il faudra effectivement des services qui soient extrêmement réactifs pour qu'une voiture autonome puisse un jour se déplacer sans chauffeur. Et bien sûr. Et la 5G va permettre ce genre d'usage, puisqu'il n'y aura plus de latence, ou quasiment plus, entre l'envoi d'une commande et sa répercussion sur un éventuel terminal. On l'a vu pour le grand public aussi, il y avait Shadow, on a vu par exemple le OnePlus 5G qui était montré mais un peu caché, avec une démonstration du Shadow, du PC dans le cloud. On en parlait il n'y a pas si longtemps ici, où on voit qu'effectivement on peut jouer à un jeu vidéo en 5G sans aucune latence. Et évidemment, ça c'est indispensable si on fait du jeu vidéo, puisque si vous faites une commande et que vous avez le retour de jeu vidéo dans le cloud, parce que si vous faites une commande et vous avez un retour 30 secondes plus tard, enfin 30 millisecondes plus tard, ne serait-ce que 30 millisecondes plus tard, c'est beaucoup trop. C'est vrai que pour les gamers, c'est quelques millisecondes, millisecondes de gagner, c'est quand même énorme. Exactement. Et alors l'autre particularité de ce réseau de la 5G, c'est que en plus, il y a plusieurs couches de réseau. Il y aura une couche réseau pour le grand public, et puis après il y aura des couches qui seront réservés à certains usages, c'est ce que tu disais, pour la voiture autonome, pour le B2B, pour pouvoir télécommander des objets, pour les objets connectés aussi, parce que c'est un réseau qui va s'adapter en fait à tout type de connexion. Donc c'est beaucoup plus complexe que la 4G en fait, la 5G. Exactement, et ça concerne davantage d'usages et pas juste effectivement grand public. Et à noter que les réseaux 4G, 3G resteront là, donc ça sera en complément de tout ça, ce qui fait qu'on aura en théorie une meilleure connectivité sur tout le territoire. Alors, on a ça c'est pas mal déjà comme c'était le gros débat, c'était le gros du salon, le gros sujet, le gros morceau, c'était la 5G. Mais il n'y avait pas que ça, bien heureusement, il y avait aussi les smartphones pliables. Et là, alors
Samsung a tiré un petit peu avant tout le Ouais. monde avec Ce Galaxy Fold. le Galaxy Fold. Ouais. Voilà, dont on a beaucoup parlé sur Zero Net, même dans De quoi je me mêle déjà la semaine dernière. Et puis, on l'attendait, parce qu'on savait qu'il était tapis dans le coin, Ouais. au coin de la rue, Exactement. et qu'il allait arriver. C'est Huawei qui, dès le dimanche soir, lors de sa conf, a présenté son Mate X. Oui, le Mate X, et là, effectivement, bon, on va dire que je pense au niveau buzz, au niveau couverture, je pense qu'ils ont gagné le salon, Huawei, avec ce smartphone pliable qui a effectivement été présenté quelques jours après le Galaxy Fold, mais qui a eu vraiment son effet waouh auprès de tout le monde qui était là-bas, puisque effectivement c'est un smartphone pliable qui ressemble assez peu finalement au Galaxy Fold, Ouais. qui est beaucoup plus fin. On peut dire que c'est presque l'inverse, finalement. C'est presque l'inverse, oui. C'est en fait effectivement avec Ouais. un seul écran, contrairement aux deux de Samsung, un seul écran qui se replie sur lui-même vers l'extérieur, alors que le Galaxy Fold, on l'ouvre et on le referme un peu comme des smartphones à l'ancienne, on va dire. Même s'il n'y a qu'un seul écran dans le Et, Fold. et il y a, en fait. il y a un écran à l'extérieur. Ah oui, d'accord. Il y a un oui, écran à bien sûr. l'extérieur et un écran, Tout à fait. et Exactement. Il y a un petit écran à l'extérieur. voilà, et un Et un écran plus grand grand. écran qui se déplie Voilà. à l'intérieur. Ouais. Mais Huawei a fait effectivement quand même une sacrée performance, on va dire, de design, parce qu'il propose un écran plus grand que celui du Fold, avec un écran de 8 pouces quand on le déplie. Et puis donc deux écrans, un de chaque côté du téléphone quand il est plié. Alors c'est assez surprenant quand on le voit, parce qu'effectivement on a donc un écran principal très grand d'ailleurs, et un deuxième écran derrière avec les capteurs photo Et donc, sur la tranche. de Voilà, l'appareil. et donc un écran à l'arrière qui est plus petit, puisqu'il ne va pas jusqu'au Il va bout, pas en jusqu'au fait. bout, voilà, exactement. C'est un terminal très surprenant. Il y a beaucoup de choses à en dire. Le problème, c'est que, comme le Galaxy Fold d'ailleurs, Huawei n'a pas laissé pour l'instant les journalistes jouer avec, Oui, vraiment. pas touche. Il y a eu quelques exceptions. Il y a nos amis des numériques qui ont réussi notamment à trouver un smartphone et qui ont pu jouer un peu avec. Mais nous, on n'a pas pu jouer avec parce que Huawei ne voulait pas qu'on joue avec, tout simplement. Et ça pose quelques questions quand même. Ouais, pour la petite anecdote, il y avait. En fait, c'était les téléphones qui étaient sous cloche. Il faut quand même rappeler comment se passait tout ça. C'est amusant parce que en fait, le stand de Samsung était en face de celui de Huawei et vous aviez donc des attroupements de chaque côté. Ouais. Un attroupement pour voir sous la cloche le Galaxy Fold et de l'autre côté le Mate X. Mais les deux téléphones étaient à 15 mètres, quoi. Ouais. Pas plus. Ouais. Et c'était vraiment tout le concentré du salon qui était là, face à face, dans cette allée. C'était assez amusant. Et alors, ce que j'ai appris, c'est que de temps en temps, il y avait un représentant de chez Huawei qui avait le téléphone comme ça en main, qui le présentait aux gens. Exactement, voilà, je l'ai vu d'ailleurs. Il fallait le choper, mais voilà, c'était un peu le, comment dire, c'était un peu le Messi, quoi, ce mec-là. Il arrivait d'un coup avec son téléphone, tenait, regardez, et puis hop, là, il repartait. Ouais, et puis... je l'ai vu. Il avait beaucoup de mal on va dire, une fois qu'il sortait son téléphone, les gens se l'arrachaient un petit peu, donc après, il essayait de le récupérer, c'était un petit peu compliqué pour lui. Mais en fait, ce téléphone pose quand même pas mal de questions d'un point de vue, je trouve, logiciel. Autant Samsung a beaucoup communiqué sur le logiciel, ils ont travaillé avec Google, ils ont optimisé, on va dire, l'utilisation de ce nouveau facteur de forme de pliable. Là, chez Huawei, on n'a pas trop vu ça. C'est effectivement leur même interface qui est dans ce téléphone, qui sera un peu mise à jour, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas tout à fait prêts d'un point de vue software, et c'est aussi pour ça qu'ils ne vont pas vraiment laisser jouer avec. Donc voilà. Donc, le pliable aussi, c'est peut-être aussi une nouvelle ère du smartphone qui s'ouvre ou qui va se fermer très vite. On ne sait pas, finalement. Ouais. Alors, il n'y a pas que Huawei, il y a d'autres constructeurs qui ont présenté des écrans pliables. On avait déjà vu les écrans de Royoli, mais qui sont disponibles à tous, on va dire. Il y a Xiaomi. Et Xiaomi qui va. Alors, Xiaomi, ils l'ont pas vraiment présenté au salon. On attendait un peu, puis non. Il y a une vidéo qui traîne où on voit le patron de Xiaomi qui manipule un téléphone, d'ailleurs assez innovant, qui se déplie en plusieurs endroits, je crois. Oui, c'est assez étonnant. Et il y a aussi des smartphones un petit peu moins chers, parce qu'on n'a pas parlé du prix, mais c'est quand même aussi ça la douloureuse. C'est-à-dire que ce smartphone de Huawei qui n'existait pas sur le marché du smartphone il y a 5 ans, Huawei va tout simplement proposer le téléphone peut-être le plus cher du monde, puisqu'il va coûter 2300 € quand même. Donc 2300 €, il faut avoir envie de les sortir pour s'acheter ce petit téléphone pliable, enfin ce grand téléphone pliable. Voilà, il sera 5G d'ailleurs aussi, il sera 5G, tout à fait. Et donc il sera en fait même soumis
un lancement dans les mois qui viennent en fonction du déploiement du réseau 5G dans les pays. Dans les pays. A priori, on l'aura pas tout de suite en France, puisqu'il faudrait qu'on ait un réseau 5G accessible. Cela dit, on peut imaginer que ce téléphone marcherait très bien en 4G aussi. Oui, normalement, il marche en 4G sans problème. Donc, ils ont aussi leur petit modem Huawei qui est séparé de leur puce. Et donc, par contre, moi, ce que j'attends de voir, c'est l'autonomie, encore une fois. Parce que même si Huawei a réussi à mettre une batterie assez importante dedans, le fait qu'il y ait ce SoC Kirin 980, qui est celui qui équipe ses smartphones déjà, ses smartphones les plus haut de gamme, ce SoC est, on va dire, associé à un modem qu'il faut aussi alimenter. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que même si on ne les a pas manipulés, ces téléphones, on se rend compte, de par toutes les vidéos qu'on a pu voir, que l'écran aussi apporte quelque chose de nouveau, c'est un écran en plastique. Ouais. Ce n'est plus un écran en verre comme on a sur notre téléphone habituel. C'est-à-dire que c'est un téléphone qui est souple, donc il a pas la même, comment dirais-je, on n'a pas la même perception, le même toucher. Tout à fait. C'est peut-être même un peu déroutant parce qu'on se dit tiens, on achète un téléphone hyper cher, mais en fait l'écran a l'air en plastique, quoi. C'est assez bizarre. Hein. C'est effectivement indispensable. On peut pas effectivement plier du verre. Il faut un autre matériau. Alors, c'est pas des plastiques. Hein, c'est du plastique OLED, on appelle ça. Voilà, et puis ils appellent ça des polymères. Ça fait beaucoup plus mieux. Plus joli. Mais effectivement, ça a un feeling très différent. Ça se voit d'ailleurs. Il suffit de regarder des vidéos. Oui, parce que le téléphone, là, en fait, l'écran est un peu bombé. Il est pas plat comme du verre. En fait. Plat comme du verre. Mais bien sûr, c'est normal puisqu'il est souple. Exactement. Et puis effectivement, au toucher, il y a aussi une sorte de reflet. Les reflets sont très différents que d'un smartphone classique. Ça, on attend de voir aussi parce que en pleine lumière au soleil, nous on a vu beaucoup de reflets sur l'écran. Donc ça, on va voir comment ça va être traité. On va dire. Mais c'est passionnant tout ça. Hein. Ouais, c'est passionnant. Voilà, on a plein de trucs. On a un nouvel os à ronger. Exactement. Comme on dit. Il nous tarde de les découvrir. Et on n'a pas fini de voir des smartphones pliables. Je pense toute l'année, ça va y aller. Il y a même TCL et Alcatel qui a présenté. Alors là, un proof of concept de téléphone pliable, parce qu'on peut imaginer que Alcatel, qui se positionne par exemple en France sur des téléphones à 200 €, n'est pas prêt de sortir un téléphone pliable. Mais malgré tout, comme ils appartiennent à TCL, qui est une grosse machine chinoise, qui a beaucoup d'argent et qui fabrique d'ailleurs, c'est la seule boîte chinoise qui fabrique des écrans OLED, il faut le savoir. Vous savez que l'OLED est réservé à LG et à Samsung, aux Coréens. TCL, eux, en Chine, fabriquent aussi des écrans OLED. C'est quand même une performance, une prouesse. Ils investissent des milliards là-dedans. Et donc, ils ont présenté, eux aussi, leur concept de smartphone pliable. On verra bien, peut-être que ça arrivera dans les mois qui viennent. Et j'ajoute aussi que Oppo aussi pendant le salon, alors ils n'avaient pas comme on l'a dit, ils n'avaient pas vraiment quelque chose à montrer au salon, mais en revanche ils ont montré sur Weibo qu'ils avaient un smartphone pliable extrêmement similaire à celui de Huawei, et simplement qu'ils ne l'avaient pas sorti. Ils ont un peu fait en mode nous aussi on en a vous voyez, nous aussi on l'a pas envoyé au Mobile World Congress, mais c'est quasiment le même que le Mate X de Huawei. Donc c'est assez étonnant. Bon, on verra bien si c'est une révolution, si demain, dans 5 ans, on aura tous un smartphone pliable, ou si finalement c'est un gadget, comme on en a vu quand même pas mal. Il faudra en tout cas que les prix baissent, parce que là pour l'instant c'est un peu cher. Alors, on peut dire aussi que là maintenant on va parler de ton coup de cœur. Eric. Clairement. Microsoft était là aussi. Microsoft qui, depuis quelques années, n'a plus trop intérêt à être au Mobile World Congress. Je pense que pour eux, en plus, ça leur rappelle de mauvais souvenirs. À l'époque où ils lançaient Windows Mobile, ils étaient très présents. Malgré tout, ça n'a pas beaucoup servi. Ils ont même lancé en fanfare Windows Phone au Mobile World Congress il y a quelques années. Exactement. Mais c'est vrai que Windows Phone, adieu. Voilà, bye bye. Mais donc Microsoft entre aussi maintenant, essaie de se faufiler une place dans la mobilité, mais avec tout autre chose, avec HoloLens, qu'on connaît depuis des années. Et là, à l'occasion du Mobile World Congress, Microsoft a présenté HoloLens 2. Ouais, ils ont présenté ça dimanche et honnêtement, moi je trouve que cette technologie est est vraiment cool. C'est-à-dire que quand ils ont présenté HoloLens la première fois, c'était en 2016, si je me souviens, 2015 ou 2016, tout le monde a fait waouh. Là, Microsoft a changé. C'est un peu le moment où on a dit ils sont quand même en mode vraiment en innovation. Et là, ils présentent effectivement une nouvelle version de ce casque de réalité mixte. Alors, eux, ils appellent ça la réalité mixte. On peut appeler ça la réalité augmentée, tout simplement. Qui est un casque, qui est un ordinateur complet qu'on met sur la tête et qui permet effectivement, quand on baisse la visière, de pouvoir voir des éléments virtuels
En surimpression. De la réalité. C'est-à-dire que vous voyez la réalité, puis vous voyez des choses qui apparaissent sur cette réalité qui sont virtuelles. Et autant HoloLens, tu l'as essayé comme moi, François, HoloLens, on était tous un peu déçus parce que tu voyais ces hologrammes en surimpression dans une toute petite sur un tout petit champ de vision au milieu du regard. Et là, Microsoft a quand même fait un effort énorme puisqu'ils ont doublé ce champ de vision. Donc, c'est pas encore parfait. On ne voit pas les éléments virtuels sur tout l'ensemble de notre vision, mais c'est quand même une sacrée mise à jour. Le casque est beaucoup plus confortable. Vous savez qu'on peut le porter sans problème pendant longtemps. J'ai l'impression qu'il est plus petit, non aussi que Il est beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus petit. Ils ont en fait déporté toute l'électronique à l'arrière. Donc, il est aussi beaucoup mieux équilibré. D'accord. Il n'est pas plus léger, mais mieux équilibré. Et du coup, effectivement, ils sont aussi passés de Intel à Snapdragon. Avant, c'était de l'Intel. Maintenant, ils sont sur du matos de smartphone. Ça tourne toujours sur Windows 10. C'est un PC, en fait, un PC dans un casque. Et surtout, c'est bluffant à la fois pour cette histoire de field of view, de champ de vision qu'on a des hologrammes, mais ils n'ont pas amélioré que ça. Ils ont amélioré le capteur de profondeur. Donc HoloLens, ça marche avec un capteur de profondeur qui va scanner la pièce dans laquelle vous êtes et du coup qui va voir les volumes. Donc c'est mieux positionner en fait les objets virtuels. Et parfaitement positionner un objet virtuel. S'il est par terre, le casque saura qu'il est par terre. S'il est derrière une table, le casque saura qu'il y a une table, donc il ne faut pas l'afficher. Donc et ils ont perfectionné ce capteur-là, qui est maintenant extrêmement précis et qui est précis à un point au point que vous pouvez même interagir désormais avec ces hologrammes. Avant, HoloLens se contentait de quelques petites gestures comme ça. Maintenant, on peut appuyer sur des boutons virtuels, on peut slider des menus comme ça avec sa main, tout simplement. Le casque voit qu'on est en train de toucher l'hologramme et on peut vraiment utiliser l'interface de façon très fluide. C'est très étonnant. On peut même carrément jouer un petit peu au piano. Si vous avez un piano virtuel, vous pouvez taper sur les notes individuelles avec votre doigt et le casque va voir que vous êtes en train d'interagir avec ça. Oui, c'est la version vraiment qui a été boosté, quoi. Tout est mieux. Tout est mieux. Et il y a d'autres capteurs en plus. Ils ont aussi intégré un capteur d'iris, un eye tracking dans le casque, ce qui est assez exceptionnel parce que là aussi, vous pouvez, par exemple, vous êtes en train de lire un texte en virtuel comme ça, et automatiquement, le casque va remarquer que vous êtes arrivé au bout. Et ça, je l'ai essayé, ça marche du feu de Dieu, et va faire un scrolling automatique pour que vous puissiez continuer à lire. Vous pouvez même imaginer avoir une interface, vous n'avez même pas besoin d'utiliser les mains, juste avec votre regard, vous pouvez aller à droite à gauche, changer de page, etc. C'est assez exceptionnel. Alors évidemment. Ça sort quand ? Et évidemment. Alors ça sort là. C'est pour prêt. Les développeurs. Pour les développeurs et les pros, parce qu'évidemment, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce n'est pas du tout pour l'instant un truc grand public. Ce n'est pas du tout un matériel grand public. Ça coûte $3 500. Donc déjà, mais c'est moins cher quand même que la version 1. Ils ont baissé le prix. C'est-à-dire que c'est mieux, c'est moins cher. Donc on peut imaginer que la troisième version sera peut-être encore mieux et moins cher encore. Certainement. Mais pour l'instant, effectivement, c'est réservé à des usages professionnels. Il y avait plein d'exemples. C'est par exemple un ouvrier sur un chantier qui peut comme ça analyser qu'est-ce qu'il doit faire dans son travail aujourd'hui. Ils ont même présenté des HoloLens personnalisables avec un casque de chantier. Par exemple, maintenant, il y aura des versions d'HoloLens que les entreprises pourront personnaliser. On voit l'intérêt pour les entreprises, mais pour le grand public, ça va arriver un jour pour le grand public, ça ? Alors moi, Est-ce que ça peut être la prochaine Xbox, par exemple ? Alors la prochaine Xbox, je pense pas. On n'est pas encore prêt, je pense, tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est que la réalité augmentée va arriver. On le sait, on sait que tout le monde travaille dessus. Microsoft, en faisant ça et en passant par le B2B d'abord, je pense a trouvé une bonne solution. C'est-à-dire qu'ils peaufinent un produit et ils prennent de l'avance. Ils prennent de l'avance par rapport à d'autres acteurs qui, pour l'instant, ne sont pas du tout présents là-dessus. Mais on sait, par exemple, on a beaucoup parlé de Magic Leap, qui était... qui a été, un truc incroyable. On sait que Google avait investi des milliards là-dedans. Mais Microsoft HoloLens aujourd'hui est mieux que Magic Leap. Ils ont plus on va dire qu'ils ont plus d'expérience. Oui, bien sûr. Déjà sur la machine et ils continuent à l'améliorer. Et c'est en plus un vrai, d'un point de vue hardware, le HoloLens 2 est super bien fait. C'est extrêmement bien fini. Mais en fait, quand on dit pour l'instant ça reste du B2B, il y a quand même à la conférence apparition surprise
HoloLens de Tim Sweeney. Tim Sweeney, c'est qui? C'est le patron d'Epic Games. Et Epic Games, c'est la société qui développe Fortnite, qui est le jeu le plus populaire au monde en ce moment. Et il vient à la conférence Microsoft pour dire non, je ne vais pas pour l'instant annoncer un Fortnite sur HoloLens ou quoi que ce soit. Je viens juste pour dire nous allons soutenir Microsoft dans le projet HoloLens et on regarde ça de près. Surveillez-nous, il y a peut-être un truc bien qui va arriver. Exactement. Donc en fait, effectivement, pour l'instant, les usages ne sont pas du tout grand public. Mais dans 3, 4 ans, 5 ans, évidemment que des casques comme HoloLens et de toute façon la réalité augmentée, Apple aussi travaille sur la réalité augmentée avec ARKit et toutes les applications qu'on peut trouver sur l'iPhone. La réalité augmentée va devenir quelque chose d'important dans les années qui viennent. Et là, on voit avec HoloLens, que je conseille à tout le monde d'essayer, ce que va être peut-être demain de nouveaux usages post-smartphone. Voilà. Bon, voilà pour HoloLens 2. Un mot aussi sur, on va dire, une espèce de pause sur les wearables. C'est vrai que pendant des années, le Mobile World Congress était le salon des montres connectées, des bracelets, des machins, des trucs. Ouais. J'ai l'impression qu'on y revient un petit peu. Oui, on y revient. En fait, effectivement, on n'a pas vu d'énormes produits présentés, notamment par les géants. Huawei, par exemple, n'a pas présenté de montres. Samsung a été très discret. On n'a pas vraiment vu de wearables importants. Il y en avait beaucoup sur les stands de marques secondaires, notamment chinoises, qui venaient écouler des marchandises, beaucoup de copies de l'Apple Watch par exemple. Mais c'est quand même quelque chose d'assez surprenant de voir que finalement la montre connectée ou le bracelet connecté, c'est pas quelque chose sur lequel les géants ont envie d'innover. On sent qu'il y a Apple qui a réussi à créer un marché et que les autres galèrent. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est ça, ouais, un peu en gros. À part peut-être des Garmin avec des montres particulières pour les sportifs, très de niche. Mais c'est vraiment de niche, quoi. Exactement. Mais c'est compliqué. Mais on n'a pas vu beaucoup, c'est vrai. Non. À part, si on peut juste en dire un mot, cette montre assez what the fuck, j'ai envie de dire, de Nubia, qui est en fait un smartphone avec écran souple lui aussi, puisqu'il est recourbé, qui était là. Mais je pense que peu de gens vont acheter ce produit bizarre. Après, il y a Samsung qui a annoncé une nouvelle montre connectée, un nouveau bracelet. Ils sont toujours présents sur ce Ils sont présents, mais mais on sent que c'est pas quelque chose sur lequel ils insistent beaucoup. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Ouais. Allez, pour terminer ce De quoi je me mêle spécial Mobile World Congress, 2 ovnis qu'on a pu découvrir. Nokia, avec, vous le savez, la société HMD, puisqu'aujourd'hui Nokia est découpé en 2 parties. Vous avez la partie réseau et la partie téléphone, qui a présenté un smartphone étonnant avec 5 capteurs photo. Ouais, c'est un peu, on a envie de dire, c'est peut-être l'escalade de la violence. 5 capteurs photo. Mais en fait, pourquoi pas? Enfin, pour l'avoir essayé, alors il faudrait l'essayer en plein air, avec de beaux paysages, etc. Mais effectivement, donc Nokia joue la carte de la photo avec son partenaire Zeiss et promet que grâce à ce téléphone qui va sortir bientôt, on aura une expérience photo. On sait que c'est ça qui fait aujourd'hui aussi vendre des smartphones un peu plus chers. Mais ils sont assez prétentieux, ils disent on va faire des photos avec nos smartphones aussi bien que les réflexes. Aussi bien que les réflexes. Allez, on y va. On demandera ça à Adrien Branco, qui se fera un plaisir d'essayer ça chez nous. Oui, il faut qu'on teste. Mais en tout cas, c'est effectivement, on le voit, il n'y a pas que Nokia qui a travaillé sur la partie photo. Huawei l'a fait déjà. Et en fait, on a cette envie de pousser encore plus loin les usages photos sur un smartphone. Il y a quelques photos de test que vous pouvez aller voir sur internet qui traînent, qui sont vraiment impressionnantes sur ce Nokia, mais encore une fois, on demande à voir pour voir si c'est effectivement la promesse est tenue ou pas dans certaines conditions, en basse lumière, en haute lumière. Ça va être intéressant, parce que c'est vrai que etc. La photo est un sujet toujours hyper important dans les smartphones. Est-ce que Nokia va franchir un cap? En tout cas, c'est une façon pour lui de se distinguer, parce que c'est vrai que sinon on ne parle pas trop de cette marque aujourd'hui. En revanche, pour faire des photos, il faudra faire attention à ne pas mettre le doigt sur les capteurs, parce qu'avec ça, vous avez encore plus de chances de rater votre photo. Tout à fait. Et puis le dernier truc, alors là, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que LG est une marque qu'on aime beaucoup, qui fait des télés magnifiques, tu le sais très bien. Je le sais très bien. et voilà, mais là, on sent qu'au niveau smartphone, c'est un peu plus compliqué. Ils
ils étaient présents Ouais. au Mobile World Congress. Ils avaient un joli stand où ils ont annoncé un smartphone 5G, puisque Oui, voilà, comme tout le monde, hein, ils sont leur petit smartphone 5G. voilà. Mm. Mais leur grosse nouveauté était un peu, un peu bizarre, quand même, non? Oui, c'était un peu bizarre. Oui, c'était un petit peu bizarre puisque c'était. Alors, ils ont voulu faire un truc que Samsung a arrêté de faire. C'est une interface un peu gestuelle, interagir avec son téléphone via un capteur de profondeur, un peu comme celui qu'on trouve sur HoloLens, mais visiblement beaucoup moins bon. Et donc, qui est capable de reconnaître les veines de votre main, notamment pour vous identifier. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'identifie aujourd'hui avec les yeux, avec les doigts, et là, c'est avec les veines, parce que visiblement, notre cartographie des veines dans la paume de la main est unique. Ouais. Et donc, le téléphone vous détecte, vous identifie comme ça. Pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Mais sauf que ça nous a pas très convaincus quand on l'a essayé, pour tout vous dire. Non seulement ça, mais aussi toute l'interface gestuelle derrière. C'est quelque chose en fait qui est un peu gadget, parce que finalement, est-ce que c'est pas plus pratique tout simplement d'utiliser normalement son téléphone, à part quand on a les mains, quand on est en train de faire la cuisine, etc., etc. Il peut y avoir des cas d'usage, mais ce n'est pas forcément le truc le plus évident. Et surtout, ça marchait assez mal. Même pendant leur démo faite par des gens de LG, ça marchait assez mal. Oui, c'était un peu gênant d'ailleurs. C'était un petit peu gênant. On voyait même les pauvres démonstrateurs qui, eux, n'avaient rien demandé à personne. Ils étaient payés pour ça, qui galéraient quand même avec leur. Exactement. Voilà, ils essayaient de tourner en fait les boutons avec leurs doigts. Ça marchait une fois sur 10. C'est un peu dommage, je trouve, de vouloir absolument montrer de l'innovation pour montrer de l'innovation, alors qu'en fait, elle ne fonctionne pas. Et l'autre truc, c'est qu'aussi LG n'avait pas de smartphone pliable, donc ils se sont dit, hey, on a une super idée, on va commercialiser un accessoire pour notre nouveau smartphone, qui est tout simplement un écran secondaire, donc qu'on peut ajouter, et on peut refermer comme ça le smartphone. Sauf que, encore une fois, la partie logicielle n'a pas du tout été travaillée suffisamment. Donc ça ne marche. Alors oui, vous ouvrez votre smartphone, vous avez 2 écrans, mais ce n'est pas du tout optimisé correctement. C'est-à-dire, par exemple, pour faire apparaître un clavier, éventuellement pour avoir un clavier sur le 2e écran et l'écran principal, on va dire pour faire du texte par exemple, il vous faut au moins 5 ou 6 clics pour arriver jusqu'à ce clavier. C'est ça qui est dommage, mais voilà. C'est une petite déception effectivement de côté d'LG. Mais peut-être aussi pourquoi LG a décidé de mettre une pause sur sa filiale mobile. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière dans De quoi je me mêle, puisque Jérôme Pintan, l'un des dirigeants de LG, nous expliquait tout ça. Voilà le petit. Alors, c'est une infime partie de tout ce qu'on a pu voir au Mobile World Congress, mais bon, voilà, les meilleures choses ont une fin, il fallait quand même s'arrêter concernant ce résumé. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, zeronet.com, avec énormément d'articles, puisque quasi toute la rédaction était sur place. Donc, il y avait beaucoup de choses. On a aussi fait un article un peu au long cours sur tout ce qu'on a vu là-bas, avec des anecdotes et puis des choses importantes et des choses un peu moins importantes, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses qui prêtent à rire là-bas. Mais c'est ça aussi le Mobile World Congress. Et puis donc zeronet.com et puis Zeronet TV aussi, où on vous propose pas mal d'interviews des constructeurs et des petits round-up de ce Mobile World Congress, si ce sujet vous passionne. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, à la fois sur la version audio. Je salue tous ceux qui écoutent De quoi je me mail en faisant leur sport ou en voiture, je sais que vous êtes très nombreux. Et puis la version vidéo qui est sur zeronettv.com et sur YouTube. Merci de nous suivre, portez-vous bien, bon week-end à vous toutes et à vous tous, et on sera là la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.